What is up, family? We have another Patreon request. Léon contre l'Empire romain. Le règne sanglé d'Attila. The bloody reign of Attila. Bloody reign? In these videos? Non, pas possible. Nous Non. sommes à Rome, en 410 après Jésus-Christ. Alors que les Visigoths, sous le commandement d'Alaric, viennent de mettre à sac l'ancienne capitale, les Romains sont en état de choc. Jamais, depuis près de 800 ans, la cité n'était tombée aux mains de l'étranger. Les Germains pillent la ville pendant 3 jours, massacrent les soldats, puis réduisent les femmes et les enfants en esclavage. Cependant, loin C'est très gentil, non? d'organiser de simples raids contre l'Empire romain, les Visigoths, tout comme les Suèves, les Vandales, les Alamans et les Burgondes, cherchent désormais à s'y installer durablement. Les Huns ont en effet envahi la Germanie, il n'est plus question d'y retourner, et les Germains veulent forcer la cour de Ravenne, la capitale de l'Occident, à les intégrer dans son empire. Mais si les Romains n'ont pas d'autre choix que d'accepter, une question leur vient tout de même à l'esprit. Devant qui les barbares ont-ils pris la fuite ? Quelle puissance pourrait être assez redoutable pour forcer des dizaines de milliers de guerriers, avec femmes, enfants et bagages, à quitter leur territoire en catastrophe ? Et surtout, ces envahisseurs vont-ils s'arrêter sur le Danube et le Rhin ? Ou plutôt, vont-ils continuer plus au sud et provoquer la chute de Rome ? Au début du 5e siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain d'Occident connaît la période des grandes migrations. Partout, les Germains qui refusent de se soumettre aux Huns pénètrent en Gaule et en Italie, ravagent tout sur leur passage et exigent de la cour de Ravenne qu'elle les intègre dans sa population. Mais du point de vue des Romains, plutôt mourir que d'obéir à des barbares criminels. La situation s'enlise sans qu'on puisse y trouver de solution, jusqu'à ce qu'Alaric pénètre dans la cité romaine en 410. Quoi qu'il en soit, quand le chef wisigoth tente d'embarquer vers la Sicile ou vers l'Afrique, il meurt subitement et son armée se disperse. Son successeur propose alors la paix à l'Auguste d'Occident. D'abord, en l'échange d'un mariage entre le nouveau souverain gothique et la sœur du souverain romain, les Visigoths, Alains et Ostrogoths déposeront les armes. Ensuite, en l'échange de l'octroi de terre, les dits barbares promettent de rétablir l'ordre dans un pays où l'autorité de l'État s'est effondrée. En effet, poussés par la faim et par l'appât du gain, les paysans de toutes les régions se mettent à attaquer les marchands, les commerces et les casernes. Ce phénomène, qu'on appelle la bagaude, est révélateur d'un État failli qui ne remplit plus ses missions régaliennes. Et comme les soldats romains ne sont plus assez nombreux, seule l'intégration des dits barbares peut mettre fin à l'anarchie. Ainsi, la période des grandes migrations se termine en 3 temps. Premièrement, l'installation de Visigoths en Aquitaine et en Hispanie, suivie d'une intégration d'Ostrogoths en Italie et d'Alains sur les bords de Loire. Deuxièmement, un dernier mouvement de Vandales vers la province d'Afrique, la seule à ne pas avoir connu de raid. Troisièmement, l'intégration de tous ces barbares dans l'Empire d'Occident avec un statut de fédéré. Autrement dit, les Germains fédérés conservent leurs lois, leurs coutumes et leurs traditions, ne paient même pas d'impôts à Ravenne, mais doivent combattre pour les Romains quand ceux-ci appellent à l'aide. Ainsi, ils se constituent des États au sein de l'État, sans pour autant fracturer l'Empire en petits morceaux. Maintenant, face au délitement de l'autorité civile, les Germains prennent de l'importance dans la hiérarchie militaire, tandis que les religieux renforcent leur influence sur la vie quotidienne. Comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, l'Église s'est dotée d'un dogme et promeut désormais un code moral. L'objectif ? Unifier la population pour empêcher l'effondrement de l'Empire. Moral. Pour diffuser ce dogme et ce Ça, c'est code moral, drôle. se développe une véritable organisation pyramidale. En dessous des patriarches, qui sont au nombre de 5, on retrouve des évêques, chefs de communauté, dont l'influence se rattache au territoire de la civitas. Puis ces derniers supervisent des prêtres, qui diffusent la bonne parole au sein des quartiers, des hameaux et des petits villages. À côté, les moines sont indépendants, quoique soumis au patriarche, et diffusent la bonne parole dans les campagnes. De cette façon, le maillage ecclésiastique permet d'atteindre toute la population, rurale comme citadine. Par contre,
Pour le simple citoyen, habitué à vénérer plusieurs dieux depuis la nuit des temps, comprendre le concept d'un dieu unique qui aurait envoyé son fils pour annoncer le royaume des cieux reste difficile. Beaucoup, en effet, considèrent encore Jésus comme un dieu supplémentaire qu'il faut prier à côté de Jupiter ou de Toutatis. Pour y remédier, 3 personnages très influents vont faciliter la diffusion du message de l'Église. D'abord, Jérôme de Stridon, futur Saint Jérôme, qui traduit la Bible en latin, permettant sa lecture en Occident, dont la population ne parle pas le grec. Ensuite, Ambroise de Milan, futur Saint Ambroise, qui compose des chants liturgiques permettant de rendre l'Église populaire dans les esprits. Enfin, Augustin d'Hippone, futur Saint Augustin, qui encourage le recours aux images et aux allégories. De plus, à côté de ce véritable mouvement culturel, Augustin encourage les patriarches, les évêques et les prêtres à s'occuper de la politique. De cette façon, lentement mais sûrement, tous les échelons de la société, tous les pans de la vie quotidienne, toutes les strates de la politique sont imprégnés par le message chrétien. Je crois que c'est un peu drôle that we're talking about morale and religion, right? Religion and morale. At the same time, you are enslaving women or killing women and enslaving children or killing families, men, and enslaving the women and children. Or when they're in a good mood, they'll just burn and pillage the entire town, every house burned down, everything. But we need to talk about morale and religion. Because Jesus, who is at least, this is 400 years later, clearly did not invoke his kindness theory. Love thy neighbor, that thing. Oh, I'm just saying, it's a little interesting. Just find it actually a little humorous. I mean, every episode, it's just thousands and thousands of death and terrible things being done to humans. Terrible. Every episode. I'm waiting for episode 9 out of 9. Everybody stopped fighting because there was nobody left to fight. The next people that are gonna grow up and kill each other, they're only 3 or 4 years old. So we need a good, at least a 12-year break. That's what I'm waiting for on episode 9 out of 9. C'est pas? Au début du 5e siècle, sous l'influence de Saint Jérôme, de Saint Ambroise et de Saint Augustin, que l'Église appellera plus tard les pères fondateurs, le dogme chrétien ainsi que son code moral changent les mentalités à tout jamais. Code moral. À la cour de Constantinople comme à celle de Ravenne, le sujet des conversations ne concerne pas les chrétiens, mais plutôt les Huns. Qui sont ces guerriers venus des steppes? Combien sont-ils? Et que veulent-ils? Nombreux sont les Romains à se poser des questions et très peu peuvent y répondre. Une seule chose est certaine, les Huns sont des nomades, ils vivent de chasse et de pâturage. Chaque homme possède un cheval et passe même sa vie dessus. N'y descend que pour dormir ou pour prier, vénèrent des dieux multiples et inconnus, sont encadrés par des chamans et obéissent à des aristocrates qui se font déformer le crâne dès la naissance. En revanche, si leur culture reste mystérieuse, on en connaît davantage sur leur méthode de gouvernance. Généralement, on appelle la horde l'ensemble des tribus qui sont indépendantes les unes des autres. D'abord, chaque tribu dispose d'une aristocratie qui nomme 2 rois pour les représenter. Ensuite, on trouve des hommes et des femmes libres dont les droits et les devoirs nous sont inconnus. Enfin, comme chaque un qui se respecte n'est ni sédentaire ni agriculteur, les provisions de nourriture, de foin et de denrées primaires sont fournies par des esclaves. Pour terminer, la horde domine des peuples vaincus qui doivent lui payer un tribut et fournir un contingent armé. Alains, Ostrogoths, Francs, Sarmates, des centaines de peuples vivant entre la Chine et le Rhin vivent ainsi sous la domination des Huns. Maintenant, difficile de dire pourquoi ces nomades des steppes ont migré de l'Asie centrale jusqu'en Europe. Jusqu'ici, en effet, les Romains ignoraient tout simplement leur existence. La première hypothèse serait donc la guerre. Les Chinois auraient peut-être repoussé leurs gênants voisins, qui se seraient alors tournés vers un autre territoire. Deuxième hypothèse,
Un changement climatique qui les aurait forcés à déplacer leurs troupeaux de plus en plus loin. Troisième hypothèse, une prophétie religieuse ou un événement quelconque lié à leurs croyances qui les aurait convaincus d'aller vers l'ouest. Mais quoi qu'il en soit, migration forcée ou migration choisie, la conséquence pour les deux empires romains semble la même. Pour éviter que les Huns ne continuent vers le sud, il faut les approcher pour tenter de les manœuvrer par la diplomatie. Entre 408 et 412, les premiers contacts sont établis. Le fils d'un très haut dignitaire de la société unique, qu'on appelle Attila, est offert en otage aux Romains. En échange, le fils d'un très haut dignitaire de la société romaine, qu'on appelle Aetius, remet son destin entre les mains des guerriers. L'entente est cordiale, c'est l'occasion pour Attila de découvrir la grandeur de Rome. That's smart. Architecture, thermes, théâtre, art et littérature. Même si le reste de l'Empire est détruit, l'Italie conserve encore des richesses qui font fantasmer le jeune guerrier. Et de l'autre côté, Aetius découvre un peuple dont la culture est aux antipodes de la sienne. Il visite le campement de la Horde, qui vit sans agriculteurs. La nourriture y est donc rustique. Du sang de poney qu'on fait bouillir, du gibier et du lait de jument. Le reste, comme les céréales, les légumes ou le fromage, étant fourni par les vaincus ou par les commerçants. Forcément, les Huns s'éprennent d'admiration pour les Romains qui leur font découvrir des saveurs inattendues. La figue, par exemple, les asperges, les cerises, l'ail, mais aussi le vin rouge et le vin blanc. Les Romains en font livrer des litres et des litres pour Oh yeah, the Romans are winning this one. amadouer leurs visiteurs, et comme avec les Celtes ou les Germains, les Huns se prennent de passion pour cette boisson, si bien qu'ils en concluent des contrats commerciaux. Seulement, si les relations entre les Huns et les Romains sont constructives entre 400 et 430, les choses vont subitement changer d'un jour à l'autre. Of course. En effet, Bien en sûr. 434, Ouais. Attila quitte Ravenne et rejoint la Horde pendant qu'Aetius fait le chemin contraire. Le premier nommé roi aux côtés de son frère Bléda, mais plutôt que de régner de façon traditionnelle, il a pour ambition de s'inspirer de Rome. Comme les Romains avec les Gaulois, les Bretons ou les Égyptiens, il veut que les Alains, les Ostrogoths, les Francs et les Sarmates adhèrent volontairement à sa couronne. En quelque sorte, comme Jules César ou Octavius avant lui, il veut fédérer des dizaines de peuples différents dans un empire éternel. Interesting. Wants to be like the Romans. En 434, Attila devient roi des Huns aux côtés de son frère Bléda. À la tête d'une immense confédération de peuples, il veut consolider son pouvoir en s'inspirant de Rome. Pour contrôler les innombrables populations qui habitent entre le Rhin et l'Asie centrale, populations de langues et de cultures différentes, Attila sait que la peur ne suffira pas pour que son empire soit pérenne. Avec l'objectif de créer un sentiment d'adhésion à son projet, le roi développe les amitiés, les alliances, la flatterie, les cadeaux, les récompenses pour fédérer autour de lui. Il tolère les religions chrétiennes, celtes, germaniques, animistes et orientales. Il s'entoure de conseillers, aussi bien huns que grecs ou romains. Par contre, comme tout ambitieux qui veut changer le cours de l'histoire, Attila a besoin d'argent. Et comme il ne veut pas rançonner les tribus qu'il essaie de fédérer, il n'a pas d'autre choix que de se tourner vers les Romains. Voilà. En 435, conjointement avec son frère Bléda, Attila prépare ses soldats pour la guerre. Pour lui, l'Empire d'Occident est trop appauvri par les grandes migrations, mais son jumeau dispose d'une manne financière inépuisable. En effet, le contrôle des routes commerciales de l'Orient assure à Constantinople un revenu constant, revenu qu'Attila entend détourner à son profit. Ainsi, quand il franchit le Danube avec son armée, les Romains sont pris au dépourvu. Dans cette campagne éclair, la stratégie du roi est celle de la flèche du Parthe, une technique ancestrale, mais presque imparable. Le principe est simple, les Huns repèrent une armée romaine en mouvement, qui se déplace lentement, comme à son habitude. En effet, la Légion, comme ses auxiliaires germaniques, sont avant tout équipés pour le choc. Malgré la présence d'archers, un Romain a toujours été un fantassin depuis la nuit des temps. Sauf que, justement, de l'autre côté, les nomades sont avant tout des cavaliers. Chaque homme est monté sur un poney ou un petit cheval d'à peine 1m40 au garrot. Le Hun, souvent petit en taille, n'est armé que d'un arc, afin de frapper à distance, et d'une épée courte, en cas de corps à corps. Ainsi vêtus, les Huns jouent plutôt sur l'effet de surprise et la vitesse. Premièrement, ils se dispersent autour de leur ennemi, prennent position sur des points stratégiques, comme des collines, des marais ou des forêts. De là, ils attendent patiemment que leur cible approche, puis leur décochent des flèches tout en restant cachés. Surpris, les Romains se retournent pour engager le combat, mais à chaque fois qu'ils sortent des rangs, les Huns déguerpissent de leur cachette.
Certains Romains font alors l'erreur de les poursuivre, et cette erreur est souvent fatale. En effet, loin de s'enfuir, les hommes d'Attila s'arrêtent subitement et tentent une embuscade avec leurs camarades. Oui. De toute façon, si jamais les Romains ramènent des renforts, les Huns déguerpissent encore et ne cherchent pas le combat. Deuxièmement, non content d'harceler l'armée régulière, les envahisseurs ravagent le terrain de fond en comble. La guerre psychologique, aussi appelée le massacre pédagogique, consiste pour les Huns à ne laisser aucun survivant sur le territoire investi. No. La chose No survivors. finit par se faire savoir, si bien qu'à l'approche de l'envahisseur, les habitants s'enfuient pour trouver refuge dans les forteresses. L'ennemi doit ainsi gérer le flux de réfugiés pendant qu'une véritable panique s'empare de la population. Or, qui dit panique, dit gestion de l'urgence et désorganisation. L'armée romaine est alors débordée et ne sait pas comment réagir. D'habitude, avec les Germains, il y avait toujours moyen de négocier, de parler, d'user de la diplomatie. Et si cela ne marchait pas, il y avait toujours moyen de manœuvrer pour engager le combat. Sauf que cette fois-ci, non seulement Attila refuse toute négociation, il veut le paiement d'un tribut de 700 livres d'or, où il ne s'arrête pas. Mais de plus, les Huns refusent la bataille et ne pratiquent que la dévastation des zones civiles. Là où les Huns passent, dit-on, l'herbe ne repousse pas. Et comme les Romains n'ont pas assez de cavalerie pour engager la poursuite, Constantinople finit par se soumettre. À partir de 435, grâce au traité de Margus, les Romains d'Orient versent un tribut très lourd à Attila. Ainsi assuré d'un revenu, le roi repasse la frontière et tente d'affirmer son projet. Pendant 15 ans, jusqu'en 450, It's all about the money. Even in the year 400. il fédère des centaines de tribus, de clans et de peuplades différentes. Tel un Jules César en Gaule, il pratique tantôt la cruauté, tantôt la clémence, tantôt la corruption. Ambitieux, il finit même par faire tuer son frère, Bléda, officiellement mort lors d'une partie de chasse. Wow. Peu à peu, à force de diplomatie et de coups de poker, la Horde devient une véritable confédération. Ou plutôt, comme l'aurait souhaité son souverain, elle devient un empire barbare. Un empire qui se veut l'égal de l'Empire romain, mais qui se construit aussi aux dépens de celui-ci. Par exemple, en 447, alors qu'un tremblement de terre frappe la capitale de l'Orient, Attila recommence sa campagne de raid. Les murs de Constantinople se sont écroulés, la capitale est sans défense, la population prend peur, les Romains finissent par obéir au roi des Huns. Ce dernier veut de l'or, alors on lui donne de l'or. La famille impériale finit par devenir la marionnette du cavalier nomade. Wow. Cependant, en 450, les Romains d'Orient finissent par se rebeller et suspendent le tribut versé aux Huns. Le roi, ayant besoin d'argent pour ses projets, se retrouve à faire un choix. 1. Partir en guerre contre Constantinople, sachant qu'ils ont préparé leur défense et appris de leurs erreurs. 2. Partir en guerre contre Ravenne, qui est certes moins riche, mais qui n'aura jamais les moyens de se défendre. I think I know where he's going. Vers l'an 450, Attila se détourne de l'Orient pour porter son regard vers l'Occident. Vers l'Ouest, en effet, de nombreux signaux lui renvoient l'impression d'un empire affaibli qui gît agonisant sur son lit de mort. D'abord, en 439, les Vandales ont pris d'assaut la ville de Carthage. L'Afrique devient donc un royaume barbare, plongeant Rome dans une crise économique et politique. Après la perte de la Bretagne et l'effondrement du commerce gaulois, l'autorité impériale est discréditée. Désormais, ce sont les militaires, dont beaucoup sont germains, mais aussi les chrétiens, droits dans la pensée de saint Augustin, qui s'occupent des affaires courantes. De plus, la famille impériale finit par devenir inutile, voire gênante. En 451, la sœur de l'Auguste d'Occident, qui est en conflit avec son frère, ne trouve rien de mieux pour se venger que de demander la main d'Attila en personne. La proposition n'a rien d'officiel, mais elle provoque une véritable panique. Bien dans son style, en effet, le roi des Huns accepte la demande, mais réclame la Gaule en cadeau de mariage. Conséquence, Attila peut en profiter pour déclarer la guerre à l'Occident. Aetius, qui connaît bien l'envahisseur, est nommé maître des armées pour préparer la défense de la Gaule. Rapidement, il rappelle les fédérés visigoths, Alain et Burgonde à leur devoir, mais devant la formidable force réunie par le roi des Huns, il sait qu'il n'aura pas les moyens de lui faire face. Pas les moyens, sauf si les Germains soumis, comme les Francaliens,
viennent lui porter secours. Ainsi, ce peuple franc, qui a toujours défendu les frontières de Rome, doit-il répondre à l'appel de son maître? À cette question, le roi, que les chroniqueurs du Moyen-Âge ont appelé Mérové, doit prendre sa décision de toute urgence. Doit-il partir en guerre contre Attila? Doit-il rejoindre l'Empire des Huns, comme l'ont déjà fait tant d'autres francs? Mérové, ce roi semi-légendaire dont on ne connaît rien, sait-il qu'il joue le destin de son peuple? A-t-il conscience que sa lignée, les Mérovingiens, peut avoir un destin particulier pour la Gaule? Ce qui est sûr, c'est que du choix de Mérové dépendra l'avenir des Francs saliens, de la Gaule et de l'Empire romain, dont on... I was going to say, ce que c'est sûr, c'est beaucoup ils vont mourir. That is what we could say for certain of what's going to happen next. I can't wait to see how this just finally ends, and everybody's kind of like, okay, I don't feel like attacking nobody. And the neighbors, you know what? I don't feel like attacking nobody. And things actually stay peaceful. I want to see how, looking at this, you could never think it was even possible. But today we're still fighting, right? Everybody's got their own place. We still fight, I get it. But it just seems like it would be like every year. Like every single year, somebody is fighting somebody. Crazy. Anyway. On dit qu'il est déjà mort. En 451, les dés sont donc jetés sur la table. D'un côté, Attila prépare une immense armée faite de Huns et de Germains. Cette fois-ci, il veut que l'ensemble des peuples sous sa domination soient acteurs de ce projet. Et de l'autre côté, Aetius prépare une armée de fédérés tout en négociant avec Mérové pour son entrée en guerre. Roi des Huns contre Magister Militum, ancien otage de Rome contre ancien otage de la Horde, empire barbare contre empire barbarisé. That's gonna be Les the next Romains le one. savent pertinemment, mais la campagne de Gaule est une guerre de survie pour l'Occident. Et voilà. And that'll be the next one. Oh là là. Bon. So now they gotta worry about barbarians. I don't know. It seems like endless worry. But I like that idea the guy had. He was just like, you know what? I need money. Anybody need money? Yeah, no, I don't feel like working. No, I don't feel like trade. No. Let's just attack. Let's just attack the Romans. Yeah, we'll attack them. And we'll just keep attacking until they pay us. I doubt they'll do it, though. I mean, we're killing people, we're destroying. Why would you pay me? But let's do it anyway. Holy shit, they paid us. They gave us gold. This is... What? Okay. I'll go back. I'll go back. Thank you for the money. As soon as I'm done spending all the money, I'll be back. And then you'll pay me again, or I'll continue to kill you. Yeah, it's an excellent game plan. Huh. Oh, who would have ever thought of such a thing? Well, anyway, the next one, but I don't know. The Série Gaule Romain will be done. Je crois, demain, or the day after tomorrow, and we will see how the West does. I'm gonna say that they hold their own. Au revoir. Take care. Peace out. À la prochaine.